Il y a le monde qu'on voit et il y a celui qui est plus loin qu'on ne voit pas. Quelle représentation les gens d'ici ont de ce monde-là? Plus large. Bon, plus large, bon, elles viennent dans les montagnes, elles voient quelque chose, regardent quelque chose qui est un peu le surnaturel. Et ce n'est pas le surnaturel catholique, c'est un peu la cosmologie qu'elles ont dans leur tête. Le monde, Dieu, des choses comme ça. Mais là, c'est un peu ce que me disait un vieillard qui est venu la première fois ici, enfin à 1047 mètres d'altitude, là dans le signal là-haut. Alors il m'a dit, je ne croyais pas que le monde était aussi grand qu'il est. Donc, dans le village, on ne voit pas. C'est ça, on ne voit pas ça. Et c'est le schéma qui change. Et ça c'est une des caractéristiques de cette personnalité, de ces gens qui viennent, ils voient le monde. Et c'est marrant, ils viennent ici, ils habitent parfois à Paris, ils ont le schéma de ce monde. Ça c'est marrant, on arrive à Paris, on voit des gens d'ici, avec des sociétés, par exemple de services comme le ménage, la restauration, enfin les petites entreprises qu'on trouve des Portugais. C'est plus marrant quand on leur parle, on dit ouais, mais chez nous c'est toute une autre chose. Et c'est ça qui fait leur personnalité, quoi. Ils ont des représentations. Ils ont la fortune là-bas, ils ont la mentalité ici. Ça, c'est marrant. Ils voient le monde comme les dieux, les démons, les anges qu'ils ont construits ici avec le schéma, les personnalités imaginaires qu'ils trouvent dans les montagnes. Elles sont très, très stables. Leur façon de construire leur famille. Par exemple, en France, la structure familiale de toutes les couches a changé. Il y a des divorces, des choses comme ça. Chez les Portugais, il n'y a presque pas de divorce, il n'y a presque pas de troubles. Et ça, ce sont des schémas qu'ils ont construits ici et ça ne change pas. Bon, il y a des cas, mais c'est une minorité, c'est pas par rapport au reste. Ça reste tout comme ils ont construit ici, comme ces schémas mentaux. Ça, c'est marrant. Les Portugais, ils ont moins de divorces en France. Et il y a moins de crimes, des criminels portugais. Vous en trouvez presque pas. Des femmes, au moins, vous en trouvez presque pas. Il y a... ce sont des personnes qui travaillent beaucoup, ils s'adaptent très bien à tous les travaux. Et en plus, les patrons français les aiment bien. Oui, c'est vrai. Le Portugais, on trouve un Portugais, il faut trouver un Portugais. Un esclave. Là, il n'y a pas de grève, il n'y a pas de syndicat, il n'y a rien. Mais ils s'adaptent très bien à cette façon de vivre. C'est leur société. Et ici, c'est un peu comme ça. Ils ont acquis les schémas ici. Vous voulez déclarer la guerre à qui? Aux Espagnols. Ils sont nos copains. La seule invasion qu'on a eue ici a été celle du Marshal Soult. Vous voulez savoir ce qui est arrivé à Méchid? Ils sont venus, les soldats français, ils ont dit à la population, eh bien, chacun a sa maison, on ne veut pas de problème. C'est ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas eu de tués, il n'y a pas eu d'arrestation, il n'y a eu rien d'agression, il n'y a eu rien. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Et là, depuis le temps des Romains, par exemple, les Romains, ils ont occupé la Galicie. Enfin, avec du temps. Il n'y a pas eu une bataille avec les gens de Galice. Parce qu'ici, c'est un peu comme ça la montagne. Oh, vous pouvez venir. On est des copains, on vous accueille, vous n'avez pas de problème, rien du tout. Et c'est comme ça ce qui se passe au long du temps. Donc, il n'y a pas, sauf dans les stratégies militaires au temps de Napoléon, qui a eu le problème avec le Soult et les Anglais et tout ça, mais avec la population locale, aucun problème. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on a construit des forteresses à Chavez, à Montalegre, vous avez vu les châteaux du Moyen-Âge, des choses comme ça.
ça n'a jamais servi à rien. C'est pour rien. Quand on regarde comme ça, regardez la forteresse, voilà, enfin, c'était dangereux ici, c'était rien du tout. Sauf au temps de Napoléon. On a eu des problèmes au temps de l'Inquisition, mais il n'y a eu qu'une rafle qui a cherché les Juifs d'ici. Les Juifs habitaient les villages, ils étaient des cordonniers, des artisans, des choses comme ça. Mais une seule rafle, ils sont restés. Après, ils se sont convertis au christianisme, enfin, mais ils restent avec les non-juifs. Il a les Pereira, comme ils n'avaient pas de nom de famille, les Pereira, c'est le poirier, Nogueira, le noisier, Carvalho, le chêne, Castanheiro, c'est le marronnier, le châtaignier qu'on a ici. Et ce sont des noms juifs. Si vous allez à Paris au cimetière Père-Lachaise, vous avez dans le terrain des juifs, par exemple, des noms comme ça. Maria Rodrigues da Silva. Je regarde, voilà ma grand-mère. Mais elle n'était pas encore morte quand j'ai vu le cimetière pour la première fois. Vous trouvez en France des gens avec ce nom. William da Silva. Ça vient d'où? Enfin, je ne sais pas. Ça vient du Portugal. Et au temps de la Révolution, il y avait les Portugais. C'était les marchands portugais et c'était les marchands juifs portugais. C'est un peu comme ça. Portugais en France, c'était synonyme de juif. Et les gens habitaient ici, ils connaissaient, par exemple, la ville de Bordeaux. Alors, après les années 60, quand on a eu toute cette migration, les gens ne savaient pas ce qui s'était passé avec l'Inquisition. Mais quand ils sont arrivés, par exemple, vous arrivez à Bayonne, place Peixoto. Peixoto. Si vous regardez la façon écrite, c'est Peixoto, le monsieur des poissons. Ça, on comprend. Et on a des relations aujourd'hui avec la France, enfin, qui les gens ne savent pas, évidemment. Ils sont restés. C'était des agriculteurs, des laboureurs qui sont partis maintenant. Ils travaillent dans les chantiers. Ils ont des professions plus industrielles, quoi. Mais il y a une relation parfois qui revient toujours. Et les Juifs de France, par exemple, ils n'aiment pas trop le Portugal à cause de l'Inquisition. Mais les gens qui sont partis d'ici, quand ils regardent, par exemple, les noms comme Pierre Mendes France, le nom Mendes, c'est portugais. La mère de Michel de Montaigne, Antoinette Lopez. Mais moi, dans la famille, il n'y a que des Lopez. C'est tout le Lopez et tout ça. Quand on regarde ces choses comme ça, on dit, bon, il y a une relation avec ces migrations. Ce n'est pas seulement du XXe siècle, c'est avant. Mais les schémas culturels, ils sont toujours là. Les gens ici, c'est un peu psychologique. C'est des gens des montagnes, hospitalières, qui aiment, ils aiment se divertir. Ce sont des gens qui... Vous avez regardé dans le village, il n'y a pas d'anxiété, quoi. On n'a pas besoin d'antidépressifs ici. Ils rigolent tout le temps, ils parlent... Enfin. Ça, c'est ce qui est intéressant dans cette façon de vivre. Pour la préhistoire, vous avez des choses incroyables. On peut aller regarder quelques rochers là. Là, vous avez
ces pierres-là, c'est tout pour la construction des maisons du point de vue traditionnel. C'est coupé dans ces blocs. Et on appelle ça ici au purpiagno. Vous pouvez regarder là ces pierres-là. Parce que ce sont des blocs en parallélépipède. Mais il y a différentes qualités. Vous avez la pierre, cette pierre-là, c'est pas la même que celle-là. La dureté de la pierre, celle-là est différente. Vous regardez les pierres, elles sont différentes. Elles appartiennent au même endroit géologique. Ça, c'est ce qui est intéressant. Il y a des gens qui aiment mieux ces pierres pour certaines constructions, et l'autre aime mieux celle-là, c'est le plus blanche. Et ce qui est marrant, ils ne font pas ça ici, je ne crois pas. C'est pour les tombes. Il y a des familles qui aiment ces pierres-là, celles qui sont plus jaunes, et n'aiment pas les blanches. Il y a d'autres qui aiment les blanches, qui n'aiment pas les jaunes. Comment ils expliquent ça? Ça, je n'ai jamais compris pourquoi. Il y a des familles qui aiment ces différences, je ne comprends pas. Mais ça, vous savez que les carrières, souvent, ces pierres, elles sont commandées pour les tombes. Et il y a deux façons, ça c'est très intéressant et ça a quelque chose à voir avec la culture juive. Quand les tombes, elles sont plates, c'est plutôt juif. Quand elles ont une croix, si elles ont une tablette en eau, elles ont une croix, elles sont plutôt chrétiennes. Parce qu'il n'y a pas de prosélytisme dans ces familles juives. Parfois, ils sont tous chrétiens, vous comprenez. Les orations, tout ça, les prières, c'est tout chrétien. Mais les traditions, les comportements font la différence. Même avec les pierres dans le cimetière, des choses comme ça, on voit qu'il y a des différences. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, la culture islamique, bon, au nord de la Douro, les Arabes ont conquis jusque presque à Santiago, Saint-Jacques de Compostelle, Santiago. Mais on n'a presque rien ici de l'islam. Mais du juif et des religions grecques du Moyen-Orient, on a plein de choses. Ça, c'est marrant. Et ça a à voir avec des symboles comme les pierres, la couleur des pierres, la dureté des pierres, la façon de construire les maisons. Par exemple, il y a des familles qui construisent la maison, mais là, il y a une partie qui n'est jamais finie. Ça, c'est typiquement juif. On finit jamais. Ça, c'est marrant parce que... Enfin, on ne sait pas pourquoi les gens ont leur dit, ça, c'est un peu juif. Ils mettent l'étoile de David, ils la désignent dans les pierres. Et pourquoi l'étoile? Je ne sais pas, on faisait ça. Si vous allez chez Rivadavia en Espagne, vous trouvez plein de symboles. Vous demandez aux gens, pourquoi les choses sont comme ça? Je ne sais pas, ça a été toujours comme ça. Mais c'est marrant, on voit qu'il y a des symboles qui sont toujours restés. Ça, c'est très intéressant. Je vais montrer là les rochers. Une pierre, c'est une pierre, c'est toujours la même histoire. Mais ça a des... On devrait faire le catalogue, l'enregistrement de toutes ces pierres que... Enfin, de toute façon, elles doivent être liées au temps néolithique, quoi. Parce que les agriculteurs dans les terres, la charrue a tout enlevé. Ici, non, on a encore ces vestiges. Et là, vous avez, par exemple, là-bas, dans le chemin de Souteligne. Vous voyez ces pierres-là, elles ont été coupées
Et il y a quelqu'un qui est venu arrêter on voulait faire une carrière, une chose comme ça, qui a arrêté. Mais tout ça est relationné, ces pierres-là, avec les autres qui sont plus loin, qui sont là-bas. Il y a une relation, c'était des signes de la préhistoire. Et ce que je ne comprends pas, c'est comme les gens de l'époque arrivaient à prendre des grosses pierres et les mettre les unes sur l'autre. Mais là, c'est l'exemple, on a presque détruit tout ce qu'il y avait au-dessus de la petite colline, quoi. C'est comme ça. Miguel Torga dit une chose, je crois que c'est dans son journal. Il dit que aujourd'hui, ce qui fabrique l'identité d'un peuple dans ce monde contemporain, ce qui reste de l'identité, c'est le paysage et la langue. Comment vous associez les deux? Voilà, Miguel Torga, c'était un écrivain qu'on appelle ici au Portugal, tellurique, attaché à sa terre. Bon, il est venu ici, il a séjourné ici dans le village. Son nom de baptême était Adolfo Correia da Rocha. Il est né à San Martinho d'Ante, près de Villarreal. Il était copain au Padre Afonso, au Père Afonso. Et il a beaucoup écrit sur le Trás-os-Montes. Et il a écrit le langage qu'on parle ici. C'est différent du langage standard portugais. Le langage portugais standard, c'est celui qu'on parle entre Coimbra et Lisbonne. Ici, on parle le langage de Barroso. C'est un peu différent. On a des mots que les Portugais de Lisbonne ne comprennent pas quand on les prononce. Enfin. Et 50 km plus à l'est, il y a le mirandês. Le mirandês, c'est le langage. C'est reconnu par l'État portugais comme une langue différente dans le portugais. Enfin, c'est un dialecte. Ici, on n'a pas eu de politique pour faire connaître le barrosan, mais c'est vrai qu'on parle de façon différente. Et le langage est attaché à la terre. Il y a certains mots, certaines expressions, certaines façons de voir le monde, comme je vous disais tout à l'heure. On monte une colline, on voit le monde d'une façon différente. Et c'est vrai qu'on a un dialecte différent ici au Barroso. On appellerait ça le langage de Barroso. Dans le galego-portugais, ce sont des dialectes du nord-ouest de la péninsule ibérique. Mais entre la Galice et le Portugal, il n'y a pas une grande différence linguistique. Mais il y a ce dialecte qui est resté coincé dans les montagnes. Ce sont on a environ 500 mots qui sont liés aux animaux, aux bergers, à l'agriculture. Les outils des agriculteurs ont des mots. Par exemple, ici, ils ont un mot pour le même outil, et au Minho, dans le sud du Portugal, le mot est différent. C'est comme si c'était un langage différent. Environ 500. La grammaire est toujours la même, mais la grammaire, c'est la grammaire latine. En France, la grammaire portugaise et française, c'est la même. Enfin, ce qu'il y a maintenant, c'est que les immigrés ont amené plein de mots des pays où ils habitent. Par exemple, on commence à avoir des mots français ici. Par exemple, les mots bébé, train, voiture, la route, la strada, ils font comme les Français, c'est la route, des choses comme ça. Bon, ça, on appelle ça le français, au porto-français. Et ça, c'est très marrant. Au mois d'août, vous entendez les gens parler un langage, c'est pas un langage, c'est un mélange entre portugais et français. Comme la grammaire est la même, par exemple, quand je dis Jean mange les pommes, très bien. Mais je peux dire aussi Jean comme, manger, c'est combien? Les pommes. Mais je peux dire aussi Jean mange, me sèche.
Comme la structure de la phrase est toujours la même, mais vous avez des articulations enfin presque infinies. Il y a un tas de combinaisons qui font les émirés. Ça c'est très marrant, vous trouvez ici le porto-anglais avec les Américains, le porto-français. Avec l'espagnol il n'y a pas de mélange parce qu'on comprend tout. Mais par exemple, les Américains qui disent on nettoie la maison avec la vaca miclina. Si on traduit en portugais, c'est la vache miclina. Mais en anglais, on dit vacuum cleaner pour l'aspirateur. Donc vacuum cleaner, comme il parle très vite, vaca miclina. C'est la vache miclina. Vous voyez ça comme un appauvrissement ou comme un enrichissement? Ah, c'est un enrichissement, évidemment, parce que c'est une créativité, qui n'a pas de limite, quoi. Même avec les Ukrainiens, on commence à utiliser quelques mots des Ukrainiens. Et moi, je m'amuse, j'apprends l'ukrainien avec eux. Il y a une chose que je n'arrive pas à faire, c'est écrire avec l'alphabet cyrillique. C'est un peu différent de l'autre. Mais sinon, ça m'amuse, c'est très amusant. Quand ils sont, surtout le dimanche, ils sont toujours un peu ivres. Ils se saoulent souvent. Bon, ils n'ont pas d'autres choses à faire, ils travaillent, ils vont au café, ils se saoulent, mais quand ils sont sous, ils commencent à... Ça, pour moi, c'est rigolo, quoi. Parce qu'il y a des anecdotes qui sont un peu différentes des nôtres, mais les blagues, elles ont toujours quelque chose de commun dans toutes les cultures. Vous avez une blague, par exemple, quand vous en France, on regarde les guignols, là, les blagues qu'on regarde ici, c'est pareil, mais elles sont adaptées aux circonstances, mais c'est toujours la même chose. L'ironie, ça c'est ça ce qui est intéressant. Par exemple, on n'a pas de canard enchaîné ici au Portugal, c'est de la pauvreté dans ce sens. Mais c'était le journal que j'aimais mieux à Paris, le canard enchaîné, on rigolait avec ces histoires. Bon, pour moi c'est ça, et les cultures, elles trouvent toujours quelque chose pour réduire l'anxiété, les préoccupations, des choses comme ça. Et ici, on a une façon de le faire. Ce sont ces montagnes, c'est de venir dans les montagnes, regarder, parler avec les voisins, conduire les troupeaux, les brebis, des choses comme ça. Pour moi, c'est le meilleur antidépressif que je connais. Vous pensez qu'ici, il y a moins de sentiments de protectionnisme, de nationalisme face à ces choses étrangères? Non, on n'a pas. Ici, on est très cosmopolite. Vous avez vu dans le village, vous avez des voitures immatriculées en France, en Espagne, n'importe quoi. On parle toutes les langues. C'est ça ce qui est intéressant. Un village perdu dans les montagnes, vous trouvez toujours quelqu'un qui parle français, qui parle espagnol, qui parle anglais. Toujours, et des gens qui sont hospitalières. Elles accueillent tout le monde. Quand Philippe Constantini est venu faire le premier film il y a 30 ans, je ne sais pas, c'était au 25 avril, Terre d'avril qu'il a fait. Oh, les gens l'amenaient à la maison pour montrer comment ils élevaient ces porcs pour tuer à la maison, pour les consommer. Ils l'ont montré comment ils faisaient, même comme ils se rasaient, des choses comme ça, des choses incroyables. C'est ça ce qui est intéressant. Les gens ici elles sont pas xénophobes. Vous voyez une raison objective à ça? À part les montagnes, à part la souche? Non, ça a toujours été comme ça, je sais pas, c'est la tradition. Et ici au Portugal, ici dans le nord, quand vous frappez dans une porte, vous avez regardé, toutes les portes sont ouvertes, il n'y a pas de voleurs ici. Vous frappez à une porte, ils ne demandent pas qui vous êtes. Entrez. Qui est là? Entrez. On ne demande pas, mais c'est la tradition. Je ne sais pas si le Padre Font vous a déjà raconté ça, mais c'est la tradition. L'hospitalité, le bon voisinage, un peu cette idée de accepter tout le monde.
même les Noirs, par exemple. Au Portugal, il y a un racisme envers les Noirs, évidemment, mais c'est un racisme anti-esthétique. Bon, un Noir, c'est quelque chose qui est un peu différent d'un Blanc, évidemment, on regarde bien. Mais ce qui est marrant, il y avait un jeu de foot là, il y a cette ligne, une famille qui est venue d'Afrique, dont les enfants sont métis. Un jeu de foot, il y avait dans un autre village à côté, bon, il y avait une autre famille dont les enfants sont métis. Bon, avec les histoires de foot, ils se sont bagarrés. Donc celui-là, il poursuivait l'autre, il voulait le frapper. Il dit « noir, je vais te tuer !» Mais lui, il était noir lui aussi, ça c'est équivalent. « Noir, je vais te tuer, noir !» C'est impossible ça, il était noir aussi. Alors c'est une construction culturelle, quoi. Le noir c'est différent. Mais les gens ne sont pas racistes. Même maintenant il y a les marchands marocains qui viennent dans les villages vendre des montres, des vestes en cuir. C'est le cliché. Vous connaissez Clichy, il y a toujours les gens là. Donc ici, maintenant les Marocains, c'est comme à Clichy à Paris. Donc ils viennent avec les vestes, des choses comme ça. Mais les gens les acceptent. Et ce qui est marrant, parfois ils sont au café, il arrive un Marocain. Oh voilà, écoute, aujourd'hui on n'achète rien. Mais on va te payer un verre. Un verre de quoi? Ici, du vin ou de la bière. On ne boit pas des boissons alcooliques. Non. Alors, de l'eau, on ne paye pas. Vous l'avez gratis là à la fontaine. Et qui voit de l'eau ici n'est pas non. Mais c'est la rigolade. Mais ils les acceptent toujours. Il n'y a pas d'agression envers les gens qui viennent de l'Afrique du Nord, rien du tout. Il y a même une fille ici qui est mariée à un Algérien. Donc quand il vient, il parle portugais, mais quand il vient, il est accepté, il participe. Ça, c'est quelque chose de marrant parce que je ne sais pas s'il est musulman. Mais une fois, ici, on fait la fête du village. Il faut promener les saints autour du village. Il y a 12 saints à l'église. Parfois, comme il y a 12 personnes qui s'occupent chaque année de la fête, ce sont les mordomos, les gens chargés de faire la fête. Donc, il y a une année que c'était sa famille chargée aussi d'entretenir un mois l'église, il y a 12 mois. Donc à la fin, ils viennent dans la fête, à la procession, et lui qui doit être musulman, mais il fallait tenir le sang, donc il était le premier. Pour moi, ça c'est marrant, parce que pour lui, probablement, faire la fête des catholiques, c'était un peu, gênant, ou il était contraint à le faire, mais il l'a fait. C'est ça ce qui est intéressant. Là, en France, il est musulman, ici, non, il est catholique. La question qu'on peut se poser, c'est les villages se vident ici, beaucoup de gens partent pour la France, peut-être pour aller travailler, peut-être pour d'autres raisons. Et inversement, il y a des Ukrainiens qui viennent travailler ici. Voilà. Comment vous expliquez que ce soit des Ukrainiens qui travaillent ici et pas des gens... Le problème, c'est que les salaires en France sont... en France, on gagne beaucoup mieux qu'ici, les Ukrainiens. Souvent, ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas de sécurité sociale. Les patrons, ils profitent de cette situation. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que quand ils nous disent, en Ukraine, par exemple, on gagnait 50 € par mois. Bon, ici, ils font 350 ou 400. Bon, ils sont contents pour ça. C'est une question de différence économique. Ce sont des migrants économiques. Ils ne sont pas comme les Portugais en France. Les Portugais, quand ils y allaient, ils restaient quelque temps, mais après, ils amenaient leur famille. Et non, ce sont surtout des hommes qui laissent leur famille là-bas. Ils envoient tout ce qu'ils gagnent là-bas.
Et il y a une différence très grande de niveau de vie. Même le Portugal maintenant, on est riche comparé à l'Ukraine, mais comparé aux Français ou aux Allemands, on n'est pas riche. Ici, le SMIC, je crois que c'est 350 euros le SMIC. Enfin net. En France, c'est quoi? C'est le double, plus, c'est presque le double. 100 euros, oui, 900. C'est presque le double. Il faut regarder et ces gens-là, parce que les gens qui ont un métier, enfin la classe moyenne, un professeur, bon, ils s'en fichent si c'est 350 ou n'importe quoi, parce qu'il y a un peu la référence moyenne des ministères, tout ça. Mais pour les gens qui sortent de l'agriculture, ils ne savent pas faire la comptabilité, ils ne savent rien, bon, ils regardent beaucoup à ces chiffres. Et les Ukrainiens, ce qui est marrant, quand on nous disait, l'Europe de l'Est, ils sont très instruits, ils sont tous des ingénieurs. Il y a des gens qui arrivent ici, ils se disent des ingénieurs, des professeurs et tout ça. Mais si on les compare avec les gens d'ici, ils ne sont pas tellement instruits. Hein. C'est un peu cette idéologie qu'ils étaient. Ils ne sont pas tellement instruits. C'est incroyable. Ici, il y a encore des gens qui savent ni lire ni écrire. La question que je vais vous poser, c'est quel savoir ça leur procure? Le fait de ne pas savoir ni lire ni écrire, est-ce que ça procure un autre savoir, on va dire, que celui... C'est les traditions. Par exemple, là dans le village, je crois qu'il y a une trentaine de personnes qui ne savent lire ni écrire. Ils ne sont jamais allés à l'école. Et quand il y avait la politique de Salazar, tout ça, bon, il n'y avait pas de police, il n'y avait rien, il n'y avait pas de problème. Ce qui se passe maintenant, par exemple, la CE a fait des cotisations pour la quantité de lait, de production de lait, de brebis, tout ça. Il faut avoir une comptabilité. Qu'est-ce qu'elles font? Elles trouvent toujours un voisin, quelque chose relationné, qui leur font les comptabilités. Et alors, ces gens-là, ils sont capables de traduire dans le langage, parce que les gens disent, bon, combien de brebis je peux avoir? Bon, voilà. Combien je vais recevoir? Et ça, c'est une façon simpliste de traduire toutes les formalités qu'on doit faire pour avoir le droit aux subventions, aux subsides et des choses comme ça. C'est comme si le village avait des ressources coutumières, disons, où on trouve toujours quelqu'un pour faire quelque chose de difficile. Par exemple, dans le village, je veux un menuisier. Voilà, je trouve toujours quelqu'un qui sait faire quelque chose de bien fait. Je veux, par exemple, un contrebandiste. J'ai une voiture qui a quelque chose qui s'est cassé. On n'a pas ça au Portugal, il faut le commander du Japon. Je trouve toujours quelqu'un qui connaît un mec à Paris qui se débrouille. C'est ça, cette communauté, ça se maintient dans le temps, parce que dans le temps, par exemple, il y avait un incendie chez un voisin. Tout le monde l'aidait. Et ça, c'est quelque chose qui est permanent dans le village. C'est un peu c'est pas les théories communistes de Marx, mais c'est ce communautarisme où on trouve toujours de l'aide. On trouve toujours quelqu'un qui vous aide. Si vous tombez en panne, il y a toujours quelqu'un qui connaît un mécanicien qui vous aide. Si vous n'avez pas l'argent, on vous le prête. Le village a tout. À les banquiers, à les contrebandistes, si vous voulez, je sais pas, il fallait voir, mais si vous voulez, par exemple, de la cocaïne ou des choses comme ça, sûrement qu'on trouverait dans le village. Il y a toujours quelqu'un qui est relationné avec quelqu'un qui le trouve. Du tabac américain
de contrebande, des choses comme ça. Même après, c'est marrant, vous trouvez dans les associations portugaises des gens qui vous vendent du tabac, par exemple Marlboro, Winston, des choses comme ça, qui n'a pas le timbre. Alors il arrive au Portugal par mer, ils le prennent, ils le transportent en France. Et si on vous connaît, bon, je voulais un paquet de cigarettes là, on vous connaît, on va dans un tiroir, voilà. Si on ne vous connaît pas, vous pouvez être de la police, enfin dans le tiroir légal. Alors, il y a toujours quelqu'un qui trouve la solution pour le problème que vous avez. C'est ça, cette vie communautaire qui vient. Le Moyen-Âge n'a rien fait à cette vie communautaire parce que c'est un peu ce système de voisins, de voisinage. Ils peuvent se détester, parfois il y a des conflits, des choses comme ça. Mais s'il y a une nécessité, une chose comme ça, le conflit s'achève. Il est réduit par c'est une dynamique très intéressante de ces villageois parce que, par exemple, vous allez à Paris. Vous avez besoin de travail. Vous arrivez, le lendemain, vous avez un travail. Ça parfois ne correspond pas à ce que vous voulez ou quelque chose. Mais ça, pour l'instant, on vous débrouille. Il y a des débrouillards partout. Et ce qui est marrant, c'est que vous arrivez à Paris, vous trouvez toujours quelqu'un qui connaît tous les gens qui sont sortis d'ici. Par exemple, moi, je ne les connais pas, mais je trouve toujours quelqu'un. Ah, je voulais travailler, par exemple, dans la comptabilité. Et je connais quelqu'un qui a un cabinet de comptabilité, on va parler avec lui. Vous trouvez toujours quelque chose qui vous débrouille. Alors, ce qui est intéressant à Paris, c'est les cafés des Portugais. Il y a des gens du village ici qui ont des cafés. Et ça, c'est l'agence matrimoniale. L'ANP, l'agence des nouvelles, ils savent tout ce qui se passe au village. N'importe. Mais, par exemple, s'il y a quelqu'un qui décède, une chose comme ça, ils savent tout de suite. Le lendemain, on sait toujours. Il y a quelqu'un qui est décédé, alors il parle avec le curé là-bas, qui parfois il est portugais, alors il y a une messe n'importe où, ils sont tous à la messe. Ce qui était marrant à Courvois, il y avait un curé portugais qui, tous les dimanches, il y avait la messe portugaise. Et dans la même église, c'était la même église, il y avait la messe française. Il y avait un autre curé qui faisait la messe polonaise. Bon, la religion est la même. Mais les Portugais, ils étaient tous dans la messe portugaise. Ils n'allaient pas dans la messe française ou polonaise. Aux États-Unis, c'est la même chose. Par exemple, à Ludlow, Massachusetts, 65% de la population est d'origine portugaise. Alors, il a fallu construire une église. Bon, Notre-Dame de Fatima. Après 1920, c'est toujours Notre-Dame de Fatima. L'église, le prêtre portugais. Mais les Polonais, ils représentent 5 ou 6% de la population de la ville, mais c'est une grande ville. Donc, c'était pas la messe polonaise. Alors, en face, ils ont construit l'église polonaise. Et parfois, ce qui est marrant, c'est le même prêtre qui parle les deux langues qui fait les deux messes. Ça c'est très intéressant. La messe portugaise, en portugais, c'est une chose. En polonais, c'est plutôt une autre chose. Et pourtant, c'est la même religion. En France, c'était marrant. Par exemple, si vous allez aux églises de Auteuil, à Courbevoie, je ne me rappelle plus, enfin, il y avait Paris 15e aussi. Les dimanches, il y avait des messes portugaises, on disait. C'est toujours la même chose. C'était marrant, monsieur Lustiger qui disait que vous, à Paris, vous n'êtes pas portugais. Vous êtes tous catholiques. Mais les Portugais disent non, on est des catholiques portugais. C'était marrant. Si on, justement, sur le registre, on va dire, des croyances, est-ce qu'il existe encore ici la coexistence, on va dire, de croyances avec un fondement chrétien et de croyances beaucoup plus anciennes? Ouais.
ça existe. Mais le problème, c'est que les gens ne savent pas pourquoi. Il y a des endroits où certaines célébrations sont païennes, viennent des religions avant le christianisme. Mais parfois le christianisme les a adaptés. Par exemple, quand il y a les romariages, ce sont des fêtes qui sont en dehors des villages. Il y a des sanctuaires où on a trouvé des endroits qui sont très beaux. L'endroit, c'est très important. Mais dans les rituels, il y a quelque chose qui n'est pas chrétien. Par exemple, les matinées sont consacrées à la fête chrétienne. Les gens vont à la messe, font des processions, donnent, font des promesses, quoi, des ex-voto, des choses comme ça. L'après-midi, elles saoulent, il y a des bagarres. Mais c'est rituel, c'est ça. Quand on demande à quelqu'un, bon, la fête, elle était bonne. Ah oui, il y avait 2 fanfares, il y avait 4 bandes pour l'animation des balles. C'était très bien. Et alors, est-ce qu'il y a eu une bagarre? Non. Oh, alors, ça ne vaut rien. La fête ne vaut rien, ça c'est une bagarre. Donc, mais c'est rituel, c'est par exemple, se saouler, faire des bagarres. C'est ça ce qui est intéressant parce que la matinée, on est tout pieux. On ne parle pas, silencieux. La soirée, la bagarre, des troubles, des choses comme ça. Et ça, c'est très ancien. Les gens ne savent pas pourquoi c'est comme ça. Mais c'est pas très chrétien. Ça se maintient pendant les temps. Et quand les Romarias ont plusieurs jours, alors il y a des rituels qu'on ne sait pas pourquoi. Par exemple, elles viennent avec des sacs de seigle dans la procession pour donner au sang. C'est l'esprit du don, quoi. Que vous avez un savant français qui a beaucoup examiné cet aspect. C'était Marcel Mauss du Collège de France. Bon, cet esprit du don, mais il y a aussi l'esprit un peu de l'irrévérence, quoi. Le sang, oui, mais on raconte des blagues sur le sang, c'est des choses comme ça. C'est un peu comme les gens disent ici. Alors, Dieu est bon, mais le diable n'est pas tellement mauvais comme ça. Il y a toute cette ambivalence. Et ça, on ne sait pas pourquoi. Ça vient des temps, de la préhistoire. Il y a des gens, bon, nous on a pas mal vu le Padre Fontes, je suis allé faire des choses. Et puis après on s'est baladé dans les villages et il y a des gens qui nous disent « Ah, Padre Fontes, mais il est un peu sorcier quand même. » Ouais, c'est ce qu'ils disent. Les gens ont une image du père comme un magicien, une chose comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas seulement un curé. Il a une maîtrise en anthropologie et en histoire. Donc, quand vous parlez à un curé et dire « Écoutez, on va parler un peu de physique. Supposons que le système solaire, on peut l'inclure à peu près dans une année-lumière cubique. Une année-lumière cubique, mais qu'est-ce que c'est que ça, ce type? Mais le curé Fontes, Padre Fontes, il comprend ce qu'il y a une année-lumière cubique. Il connaît un peu de la physique. Mais les autres curés, ça pas. C'est ça, c'est quoi? On regarde l'espace, une année-lumière cubique. Ça représente quoi? En effet, le système solaire, tel qu'on le connaît, il peut être contenu dans une année-lumière cubique. Mais dire ça à un curé qui explique que Dieu a créé la terre, le ciel, je ne sais pas quoi, ça c'est un gros problème. J'ai fait l'expérience une fois avec un curé, il était complètement dans les lumières cubiques, ce type est complètement dingue. Il a des choses marrantes, par exemple. Du point de vue logique, on va croire à l'idée de la création.
Dieu créa l'univers. Très bien. Mais les dimensions physiques commencent avec la création. Et vous me demandez, et le temps? Le temps. Avant la création, il n'y a pas de temps. Le temps est une dimension physique. Ça commence avec la création. Comment comprendre ça? Après, l'idée de Darwin, de la création, il y a eu l'évolution. Oh non, c'est la création, Dieu a créé tous les animaux. Mais il y a les fossiles, il y a des choses. Dieu n'était pas fou, il a créé le monde avec des fossiles et tout. Ces questions, quand on parle avec un créa de cette façon, il ne comprend pas. Et quand on leur dit des choses comme, je suis un peu révérend aussi, je lui dis, vous savez ce que faisait Dieu avant de créer le monde? Il construisait l'enfer pour mettre là les gens qui pensent comme moi. Donc, c'est ça la différence, c'est qu'il est beaucoup plus instruit que les autres curés. Mais il y a quand même des gens qui continuent à l'appeler comme s'il était un... On va dire qu'il fait office de psychologue, oui, mais avec l'habit du prêtre. Oui, 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 et ça c'est très intéressant parce que ça lui donne une certaine autorité sur les esprits, sur les mauvais esprits. En plus, il a organisé là un congrès de médecine populaire à Villa-de-Pradis. Bon, il y a eu un choc avec l'évêque, parce que l'évêque ne comprend pas ces choses. Donc, il y a une fois, c'est moi qui a pris la tête de l'organisation. Et j'ai un peu insulté l'évêque, parce qu'il ne comprenait rien de la culture populaire. Ce sont des choses. Bon, mais ça c'est un peu l'imaginaire des gens aussi, parce que les gens pensent qu'ils gagnent beaucoup d'argent avec les gens qui viennent le voir. Et non, ils s'en fichent parfois. Un autre jour, il y avait une veuve qui lui a envoyé une lettre. Bon, elle est très active et probablement très active sexuellement. C'est ce que j'ai vu par la lettre. Il m'a donné la lettre comme je suis psychologue. Et je regarde ça, mais si vous mettez dans la thérapie de cette dame, vous aurez des problèmes parce qu'elle va vous solliciter tout le temps. Ouais, je voulais trouver une solution parce que je comprends très bien, évidemment. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a raconté ça aux gens parce qu'un prêtre, il ne connaît rien au secret de la psychologie. Bon, les gens commencent tout de suite à dire, voilà, il est amant de cette dame, il profite de sa situation et tout ça. Évidemment, quand vous êtes dans une situation comme ça, vous parlez d'argent et de sexe, tout le monde vous écoute. C'est toujours comme ça. Et c'est ça le problème. Parfois, il y a des gens qui nous cherchent parce qu'elles ont des problèmes, mais il ne faut pas les divulguer parfois comme il fait. C'est un peu... Et lui, il est très innocent, il parle de tout, il s'en fiche. il est même très innocent. Parfois, il raconte des choses. On ne doit pas raconter tout ce qu'on vit parce que... Enfin, et c'est le problème qu'il a eu avec l'évêque, avec ça. Une fois, l'évêque arrive chez lui. Et voilà, vous avez le lit. Mais vous avez des coussins là dans le lit. Ah oui, parce que j'ai mal au dos, je dois dormir avec des coussins. Hein? Je pensais que c'était une autre chose. Parce que ici au Barroso, on a une tradition. C'était au Moyen-Âge. Les prêtres avaient tous des amants. Bon. Et au concile de Tarente en Italie, il y a un évêque de Braga qui est arrivé, il a demandé la fin du célibat pour les prêtres. Bon, les autres cardinaux, bon, pas pour tous, seulement pour ceux du Barroso. Mais pourquoi? Un jour, je visitais un village, il y avait le curé, il n'y avait pas où dormir, alors je me suis couché avec lui, voilà, c'était un lit suffisant pour les deux. Au milieu de la nuit, il faisait froid, donc je sens son coude me frapper.
Et Rose, pousse-toi. Cette histoire, bon. Le problème, c'est qu'il n'a pas été canonisé à cause de ces histoires, qu'il racontait des prêtres roses. Donc ici, c'est un peu la tradition. Oh, mais il a une fiancée, là. Il a toujours eu, du temps du séminaire. Je ne l'ai pas montré. Non. Vous savez, c'est un peu officiel, quoi. Ouais. Il a une fiancée du temps du séminaire. Il était très libéral du point de vue de la sexualité. C'est ça un autre problème, parce que d'habitude les curés ils culpabilisent les gens avec les relations. Lui, il s'en fiche. Pour lui, il serait même capable de marier les prêtres, les gens divorciés, du point de vue on l'appelle le cardinal rouge. On vous a dit ça? Non, ouais, enfin, pas comme ça, mais... le cardinal rouge du Barroso. Oui, parce qu'il a une formation complètement différente, parce que la plupart de ces curés, ils ont quelques années de théologie, des choses comme ça, mais ils ne comprennent rien de rien à la vie, c'est ça le problème. Alors, il a étudié de l'histoire, il a fait de l'anthropologie, et il a presque une licence en psychologie. Enfin, c'est une personne qui a une formation incroyable. Et maintenant, il a la maladie de Parkinson, parce que ça commence un peu à... Mais quand il était jeune, c'était incroyable. C'était une personne très active, il faisait des choses... Enfin, des événements sportifs, des choses comme ça. Il invitait tout le monde, il connaissait... Quand j'étais à Paris, parfois, il passait là-bas pour aller à des conférences à la Sorbonne, des choses comme ça. C'est une personne. Il a des gens à l'université d'Harvard. Il a une nièce qui a étudié à l'université d'Harvard aux États-Unis. C'est pas n'importe qui. Il connaît très bien Harvard. Moi, j'y ai séjourné un mois, il y a un an et demi. J'étais un mois à l'université d'Harvard à Cambridge, à côté de Boston. Il y avait des frères à lui qui habitaient à Cambridge. Il m'a donné l'adresse. C'est des gens qu'il connaissait. Il y avait des professeurs qu'il connaissait. C'est pas n'importe qui. D'habitude, les curés, ils étudient au séminaire, ils prennent les ordres, ils viennent au village, ils lisent pas un journal. Lui, il fait le journal. Il a même un journal. Maintenant, il a celui-là, Noticias Barroso, mais il avait un autre avant ça. C'est une personne qui va à la télé, à la radio, c'est très cultivé. Bon, il ne culpabilise pas du point de vue sexuel les gens. C'est pour ça que l'évêque, les autres curés leur disent, bon, c'est pas tellement un prêtre du point de vue traditionnel. Mais pour moi, j'aime mieux un prêtre comme ça, que c'est un type qui ne comprend pas ce qui est un cube avec une année-lumière de carrette, quoi. C'est ça. Bon, ça, on comprend très bien pourquoi, parfois, il y a comme il est plus riche que les autres curés, en plus, parce qu'il a un patrimoine. Sa famille était, son père a travaillé aux États-Unis, donc sa famille était enfin, c'est pas riche, mais pour le milieu où on habite, c'est assez riche. Donc, il avait la voiture Mercedes. C'est pour ça qu'il dit, le prêtre, le curé prie. La Mercedes Benz béni. Bon, il avait une Mercedes, les autres curés n'avaient pas assez moyens. Et c'est pour ça que, bon, on laisse parler. Mais pour moi, il est très instruit. C'est une personne qui... Et c'est dommage qu'il ait la maladie de Parkinson parce qu'il pourrait faire encore des choses pour... C'est lui qui a fait presque tout. Quand il est venu ici à Messie, on n'avait même pas la route. C'était mon père qui lui prêtait le tracteur agricole pour aller à la messe à Saute-Ligne, parce qu'il est le curé de Saute-Ligne, Messie. Mon père lui prêtait le tracteur parce qu'il n'y avait pas de route. Il devrait passer dans des chemins comme ça. Vous voyez, je me rappelle de n'avoir ni route, ni électricité. Quand j'étais à l'école, on n'avait pas de route, ni électricité, ni de l'eau courante. On n'avait pas presque rien, quoi. C'était pour
Pour étudier la nuit, on avait des petites lampes à l'huile d'olive ou au kérosène. Ou parfois c'était le feu dans la cheminée, on le disait comme ça. On n'avait pas l'école, là l'édifice. Donc moi, pour aller étudier, vous regardez, je me suis à cette ligne. Ma mère était à cette ligne, alors c'est presque 5 km. J'ai fait toute ma scolarité à cette ligne de là. Et j'allais tous les jours, le matin, et je rentrais à pied et je rentrais la nuit. Alors on faisait ça, toutes les personnes de mon âge ont fait ça. Il fallait aller à cette ligne. Parfois on allait en Espagne, mais il y avait la police, c'était les gardes civils. Alors, souvent on nous arrêtait, on venait nous ramener aux parents, c'était des choses comme ça. Mais vous vous rendez compte ce qui était... Moi, je suis arrivé à un doctorat. Mais comment c'est comme ça? C'est un problème. Et ce qui était marrant, c'est qu'il n'y avait presque pas de problème d'apprentissage dans les gens de Mayfield. C'était le succès scolaire total. Et maintenant, ils ont tout. Si on revient au paysage, qu'est-ce que, dans la culture des gens, qu'est-ce que ce paysage, le fait de vivre dans un endroit ouvert comme ça, quelle lecture ça permet aux gens de faire du monde dans lequel on est aujourd'hui, ce monde qui est... on parle de globalisation, de mondialisation, comment... Ici, ça ne fait tellement pas de sens. Par exemple, si vous avez besoin d'acheter quelque chose qu'on n'a pas ici au Portugal, vous allez en Espagne. Par exemple, on allait à pied d'ici à Vidicher, c'est le village espagnol. On amenait ce qu'on voulait. Bon, d'habitude, moi j'avais une stratégie, j'avais un chien qui... Enfin, c'était un chien pour les loups, parce que quand j'étais petit, il y avait des loups ici. Et c'était un gros chien. Donc, s'il entendait un petit bruit, par exemple un policier qui était caché pour intercepter les gens, le chien ne faisait pas de bruit et il attaquait. Donc j'allais la nuit, on ramenait tout ce qu'on voulait. Enfin, pour nous, il n'y a pas de changement. Le changement maintenant, c'est qu'il y a à l'époque, par exemple, on n'avait pas certains biens. Par exemple, pour acheter des chaussures, on allait en Espagne, plutôt qu'à charge. Mais aujourd'hui, ce que je trouve, c'est que les gens se trouvent avec une abondance qu'ils n'avaient pas à l'époque. Les gens ici au village, du point de vue économique, elles ont tout. Elles ont tout. La plupart des gens sont allés en France, ont travaillé, maintenant elles sont à la retraite, elles reçoivent de l'argent. Elles ne dépensent pas cet argent-là, il est à la banque. De temps en temps, il y a un fils ou un petit-fils qui demande une voiture. Donc, elles sont plus riches que les gens, que les ouvriers des ceintures industrielles des villes, quoi. Vous avez constaté que les gens n'ont pas de difficulté, ils achètent tout. C'est ça le changement, c'est que les gens, d'une certaine façon, sont devenus, du point de vue économique, plus riches. Donc, ils ont des ressources qu'avant, c'était impossible de rêver même avec. C'est un nouveau problème. C'est que le Portugal n'avait pas une structure fiscale comme les autres pays, par exemple. Ici, presque personne ne fait la déclaration pour les impôts. Bon, mais maintenant, ça commence à changer. Il y a des contrôles. Mais ils sont intelligents. Par exemple, ils retirent de l'argent des banques portugaises et vont le mettre dans les banques espagnoles. Et les Espagnols font pareil. Ce qui est marrant, par exemple, Chaves a 22 bureaux de banque.
Et Velin, qui est plus petit en Espagne, a une trentaine. Si vous allez en Espagne, regardez que ce sont les gens qui font des investissements de capitaux, ce sont les gens de Chaves. Vous allez à Chaves, ce sont les gens de Velin. Parce qu'il n'y a pas un contrôle. Et ça vient du temps du siècle dernier, quoi, quand on a pu faire des comptes individuels dans les banques. Mais ça, c'est ce qui est intéressant, par exemple. Vous avez un taux d'entrée de 5%, enfin, en Espagne, mais vous ne payez pas de taxes. Bon, c'est 5% net. Vous avez ici au Portugal, pour les étrangers, le même taux. Bon, c'est net. Alors les Espagnols viennent, ils font ces investissements, ils ne payent pas d'impôt en Espagne, les Portugais ne payent pas d'impôt en Portugal, c'est rigolo. Ben, tout ça, c'est ce qui est resté de cette convivialité entre les villages, par exemple. Moi, si je veux une résidence à Bliffer, j'arrive, j'ai plein de copains là-bas. Par exemple, ici au Portugal, il y a une taxe sur les voitures très lourdes. Mais moi j'ai la nationalité française, je ne paye pas. La voiture est immatriculée en France. Mais si je voulais une résidence en Espagne pour ne pas payer cette taxe, je la trouverais tout de suite. Et les Espagnols, c'est pareil, par exemple. Au temps de la guerre civile d'Espagne, mon grand-père avait 45 employés. C'était tous des réfugiés communistes, je ne sais pas quoi. Maintenant, si j'arrive dans certains villages, moi je suis le roi parce que les gens disent « Oh voilà, il nous a fait tant de bien, et il nous a protégés, tout ça. » Et après, il y a eu le régime de Franco, mais il nous a sauvés. Donc, c'était cette convivialité ici au Portugal. On n'a pas eu ces problèmes, même au temps de Salazar. Bon, c'était pas si répressif que ça. C'était un régime paternaliste. C'est comme au temps de Pétain en France. C'est le régime le plus semblable. C'était un peu bon. On va voir. Hein. Ben, si vous faites la bagarre, je vous avoir la police. Vous cassez la gueule, mais il faut avoir du calme. C'était un régime paternaliste. C'était pas tellement. On dit bon, c'était répressif. Ah, c'était répressif, évidemment, quand on voulait faire des révolutions, des choses comme ça, c'était répressif, mais c'était pas comme Franco, parce que Franco, il prenait les gens, il les fusillait, il y avait la peine de mort. Au Portugal, ça a été le premier pays d'Europe à faire l'abolition de la peine de mort, au Portugal. Donc ici, il y a longtemps qu'on n'a pas ces problèmes. Ça c'est très intéressant. Même les gens aujourd'hui dans le village ont cet esprit paternaliste. Par exemple, si on arrive pour faire les élections, on va mettre une femme à la présidence de la junta de Freixia, à la mairie locale. Une femme? Non, il y a encore des hommes. Non, mais pas une femme. C'est ça. Et c'est ça le paternalisme qui est resté. Non, on a des hommes, pas une femme pour commander le village. Non, c'était du sacrilège, quoi. Et ça, enfin, ça se maintient et cette dynamique, c'est très intéressant. Et après, il y a tous les partis. Mais, par exemple, tous les partis. Ouais, on va faire un nouveau chemin vers cette ligne. Oh, mais ils ne veulent pas. Là, il n'y a plus de partis. Ils sont tous unis contre les gens qui viennent du dehors. C'est très intéressant. Et les partis politiques, c'est très marrant, par exemple. Au 25 avril, ils disaient, bon, c'est quoi le communisme? Ah, le communisme, par exemple, vous avez deux brebis, vous devez donner une à une personne qui n'a pas. Mais elle vient d'où? Je sais pas, peut-être de Porto. Non, de Porto, je la tue, je la mange, non. Bah, c'était pour moi. Ah, pour vous, pour toi, oui. Mais ça a été toujours comme ça, l'entraide locale, ça fonctionne. Si vient un étranger, bon, les choses, c'est différent. Mais cette dynamique, enfin, un jour, il y avait un vieux monsieur qui est mort. Alors, je lui ai dit, bon, il y a les communistes qui arrivent. Ah.
Oh, j'ai pas peur. Ouais. Ils sont déjà à Porto. Oh, ils sont déjà assez près de nous. Après, il me dit, ouais, mais les communistes, on m'a déjà dit qu'ils étaient des hommes comme nous, ils ne sont pas très différents de nous. Des choses comme ça. L'image qu'ils faisaient du communisme, des choses comme ça. Bon, c'est resté de cette idéologie de Salazar. Enfin, ce qui est très intéressant, même pour les idéologies aujourd'hui dans le village. Si vous parlez de politique, personne ne sait rien, ils s'en fichent. Mais ils associent ça à ses productions, à son travail, à ce qu'ils ont, et surtout à son argent. Ça, c'est très intéressant. L'argent, c'est ce que je vous dis. Vous parlez de sexe ou d'argent, vous avez toujours des problèmes. Ces roches-là, est-ce qu'il y avait des rapports avec les positionnements de soleil Exactement, je crois. Mais le problème, c'est que comme ils ont enlevé beaucoup de rochers de surface, c'est difficile de retrouver les repères. Maintenant, c'est le problème. Mais je vais vous montrer des choses qui montrent un peu ça. Ces ensembles, il fallait les préserver. Vous avez quelque chose de plus étrange là-haut. Ça, je crois qu'il y avait ici, ils ont tout cassé. Regardez, il y a encore des... Ça doit avoir une relation avec l'astronomie, on ne sait rien, mais c'est vraiment marrant, c'était de trouver un endroit dans les autres montagnes ou quelque chose comme ça. Pourquoi ça arrive? Et ça, c'est comme, je sais pas, Stonehenge ou les menhirs de Bretagne ou une chose comme ça. Mais vous en trouvez ça un peu dans toutes les montagnes, des petites choses. Le problème, c'est toujours le même, c'est l'exploitation des pierres de surface commence à détruire tout ça. Ça, c'est quelque chose d'étonnant. Mais dans la perspective de là-bas, si on regarde en haut, on voit un taureau. Ce sont des mégalithes zoomorphiques. On va le voir là-bas. Il devrait y avoir une certaine relation entre les adorations néolithiques et la façon de tailler les rochers. Parce que c'est pratiquement le rocher le plus haut par rapport au village. Là. Évidemment, évidemment, c'est le plus haut même. Vous voyez, c'est la forme des seins, du sexe masculin et tout ça. Ça apparaît toujours dans... Et là, cette pierre-là, elle devrait avoir une autre sculpture, une chose comme ça. Ça ressemble à une perdrix, quelque chose comme ça. Ce sont tous des mégalithes zoomorphiques, quoi. Alors là-haut, vous êtes à 1047 mètres. Sur le signal là-bas. Oui, oui. C'est le niveau de la mer. Mais je crois que maintenant même, si on cherche un peu, on trouverait quelques-uns. Mais il y a des petites grottes. On voit bien que ça servait à quelque chose pour les humains. Quoi? Mais ici, tout ce qu'on a trouvé, ce sont les gens qui ont vendu, ont pris les pierres comme ça, parce que ça appartient à tout le monde et ça n'appartient à personne, c'est un peu comme ça. Ils prennent les pierres, ils les vendent. La moitié de la ville de Sharjah a été construite avec les pierres qui sont allées d'ici, quoi. Et c'est ça, enfin... Parce que les paysans du village ne comprenaient rien à ça. On trouve une pierre, c'est toujours une pierre, c'est dur pour eux. Et il n'y a pas de spécialistes qui ont exploité ça. Et toutes les montagnes du nord du Portugal, c'est comme ça.
On avait besoin des gens là, des ponts et chaussées de France, là, des gens qui connaissent un peu de ça. Mais c'est incroyable ça. Alors moi je pense que dans cette pierre là-haut, la partie d'en dessus a été construite. Ces pierres-là ont été taillées, ce que ça veut dire maintenant. Tout ça, c'est un patrimoine qu'il fallait préserver, quoi. Qu'il fallait avoir des gens qui l'étudient un peu, et ça ferait bien, c'est ce que je dis. Du point de vue touristique, au mois d'août, faire par exemple des sports radicaux. Ici, on peut faire du cross, motocross, avec les parachutes, là, le parapente, des choses comme ça. On pourrait le faire à partir d'ici, on est à 1047 mètres, on pourrait aller jusqu'à Chaves, des choses comme ça. Tout ça, ce sont des choses à exploiter. Et comme ça, on pourrait un peu expliquer aux gens ce que ce patrimoine pourrait signifier dans le temps. C'est dommage qu'il n'y ait pas des gens qui s'intéressent à ça. Enfin, on va voir ce qu'on peut faire. Non, il y a d'autres choses que je pourrais vous montrer dans toutes ces montagnes, c'est très intéressant. Mais ça fait partie de l'imaginaire. Parfois les gens disent qu'il y a des lumières la nuit, des lumières qui apparaissent dans certains endroits. Bon, elles associent ces lumières soit à des êtres surnaturels, soit à des âmes qui ne sont pas tranquilles. Elles sont soit en enfer, soit elles sont si horribles qu'elles ne peuvent même pas entrer en enfer. Donc ce sont les âmes perdues. Et il y a des gens qui racontent qu'il y a une lumière qui vient tout au long de la montagne, la nuit, dans certaines nuits. Si vous demandez au village, il y a plein de gens qui affirment qu'ils l'ont vu. Moi, je ne l'ai jamais vu. Mais il y a qui affirment, voilà. Il y a une lumière qui vient de là-bas, de l'autre montagne. Enfin, elle parcourt plus ou moins 10 km. Et c'est surtout les nuits les plus froides d'hiver, quand il y a du givre. Parce qu'ici, le mois de janvier, s'il pleut, vous trouvez une plaque de givre comme en Sibérie, quoi. C'est très froid. Et dans ces nuits, là, on pourrait faire de l'astronomie, parce que le ciel enfin, il n'y a pas de nuages, c'est limpide, on voit toutes les étoiles. Moi je m'amuse parfois à apprendre de l'astronomie aux enfants de l'école. Voilà. Les constellations, la grande ours, la petite ours, l'Orion. J'ai un copain qui me dit qu'on arrive même à voir la galaxie d'Andromède sans le télescope ces jours-là. C'est incroyable, le ciel est très joli. Alors je m'amuse à montrer les constellations. Je prends le book, là, le livre de l'astronomie, que j'ai toutes les coordonnées et tout ça. Alors voilà l'astronomie. C'est intéressant Mais vous, quelle lecture vous faites de cette histoire, de cette lumière qui se déplace dans la montagne? Moi, je ne sais pas. Il y a des gens qui affirment qu'ils la voient. Enfin, moi, je ne l'ai jamais vu. Mais des histoires, il y en a. Les gens associent ça au surnaturel. Probablement des âmes qui cherchent d'une certaine façon la tranquillité et qui ne peuvent pas l'avoir. Parce qu'ici dans la montagne, il n'y a pas eu beaucoup, enfin, dans les temps qu'on connaît, il n'y a pas eu beaucoup
de meurtres, d'assassinats, des gens qui meurent dans la montagne. Peut-être il y a 200 ou 300 ans qu'il y a eu, mais enfin, c'était la culture orale, c'est pas enregistré, on peut rien dire. Mais les gens associent ça au surnaturel, et ça pas tellement. Il y a des gens qui affirment qui ont vu cette lumière plusieurs fois. Si vous demandez au village, quelques-uns c'est marrant, ils disent ah, ouais, moi je l'ai vu. Il y a même une histoire que les policiers là de la frontière, un jour, on pensait que c'était des contrebandiers, donc ils sont venus les chercher. Mais comme ils avaient des manteaux pour la pluie, que c'était très gênant pour poursuivre la lumière, donc ils les ont laissés cachés dans un endroit. Ils ont suivi la lumière, mais ils ne l'attrapaient jamais. Quand ils sont venus, les manteaux étaient tous déchirés, quoi. Comme s'ils s'étaient coupés. Bon, si on raconte des histoires. La lumière faisait des choses incroyables aux policiers, des choses comme ça. Enfin, ce sont des légendes où les gens croient, il y a des gens qui croient à ça, il y a des autres, bon, ça c'est des blagues. Mais tout cet imaginaire de lumière qui apparaissent dans les montagnes, c'est très commun ici et dans les autres villages. Même, par exemple, près de Chaves, dans la ville de Bostel. Depuis qu'on a mis les lampes électriques dans la rue, on ne voit plus de lumière. Avant l'électrification, on voyait la lumière. Pourquoi? Ça, c'est très intéressant là-bas. Maintenant, on ne voit plus les lumières. Pourquoi? Enfin, les nuits, elles ne sont pas aussi calmes ou autant calmes qu'elles étaient avant l'électrification des villages. Parce que, imaginez-vous la nuit ici. Regardez le ciel, vous voyez les étoiles, enfin. Mais il n'y avait pas un village avec lumière, parce que maintenant il y a la lumière publique. Alors, c'était tout noir. Quelles étaient vos références? C'était les pierres dans l'horizon, c'est ça qui faisait l'orientation, et certains codes, signaux sonores, parce que qu'est-ce qu'on voit? Absolument rien. Et une lumière, c'était une hallucination. Moi, j'ai posé souvent des hallucinés. Mais les gens, ils racontent qu'ils avaient vu cette lumière et qu'ils se promenaient dans les montagnes. Il y a encore des gens en vie qui vous racontent ça. J'imagine l'électricité est arrivée en 1968. Il y avait dans le village de Soutligno, 2 ans après, il n'y avait pas beaucoup de villages avec la lumière publique la nuit. Donc les gens racontaient cette histoire. Des histoires de lumière, des histoires. Et beaucoup d'histoires relationnées, quand j'étais petit, avec les loups. Parce qu'il y avait plein de... Maintenant, on ne trouve pas. Il n'y a pas de loups. Vous pouvez laisser le bétail. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de loups. Quand j'étais petit, on venait avec les brebis. Et de temps en temps, les loups tuaient une brebis ou une chèvre ou n'importe. Et il y avait dans l'imaginaire des gens le danger du loup. Ils disaient que les loups bouffaient les gens. Il y avait toujours une personne qui se rappelait au moment où un loup a attaqué une personne. Je vous dis une chose, j'ai vu plein de loups. Mais quand il trouvait une personne, il ne faisait rien, il s'en allait. Mais dans l'imaginaire, il y a cette idée du loup qui attaquait les gens. Moi, je ne connais pas aucune nouvelle de ça, qui attaquait les gens. Et pourtant, j'en ai vu, même ici. Et en hiver, les loups passaient même dans le village. Ils mangeaient les chiens. Ils attaquaient les chiens, ils les
manger. Maintenant, il y a dans le parc j'ai des chapitons, je crois qu'il On nous a dit qu'il y avait encore. y avait encore, mais très peu. Ici, il n'y en a plus. On n'en voit pas. Quand Et j'étais petit, vous parliez du ciel, de l'astronomie. Est-ce que les gens d'ici regardent la nuit, regardent le ciel? Quel rapport ils ont avec le... ils cherchent toujours des signes, quelque chose le ciel, pour ces gens, ils aiment de regarder le ciel stable. Quand il y a quelque chose, et ça pas l'astronomie, comme je sais, j'ai le catalogue des étoiles, bon, je peux regarder tout ça. Non, pour eux, c'est différent. Mais en 1996, le comète Hale-Bopp est apparu. Alors, M. José, là, qui vous a parlé toute la matinée, il est venu chez moi. Eh bien, il y a une étoile, là, pour le Leroux, il y a une queue et tout. Qu'est-ce que c'est que cette étoile? Et je lui ai dit, bah, c'est une comète. Non, une comète. Oui, j'ai entendu parler à l'école, mais je pensais que les comètes venaient et passaient très vite. Non, il y a 2 ou 3 mois, on va le voir là. Hein? Et ce n'est rien de mal, non. Non, une comète, non, il n'y a aucun problème. Oh, maintenant, je suis beaucoup plus soulagé avec ça. Je pensais que c'était une autre chose. Il est parti. Les gens me disaient, voilà, cette année, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a des choses qui tombent et tombent, quoi. Alors, ils associent il y a des cristaux de quartz ici, très purs. Et quand ils en trouvent un, ils associent ça aux étoiles filantes. Voilà, c'est le reste d'une étoile filante. C'était marrant parce que quand Cortés a conquis le Mexique, il a demandé aux Indiens où ils trouvaient le fer. Alors ils ont pointé le ciel. Il y a quelque chose de commun. Ici, ce n'est pas le fer, mais plutôt les cristaux purs de quartz. C'est très intéressant. Ils ont une idée Et il y a un cristal qui est rose de quartz. Quand on trouve un comme ça, c'est quelque chose de très précieux. Le problème, c'est qu'on ne trouve pas. C'est très rare. Mais il y a déjà eu Oui, j'ai déjà vu. des météorites qui sont tombées dans la région, des bouts qui sont tombés, des choses. Non, ils sont consommés dans l'atmosphère, non. Ce sont les gens qui associent les cristaux qui sont très purs avec les météorites. Parce que des fois, ça tombe sur... Oui, mais ici, il n'y a pas de problème. Ici, il n'y a pas de problème. Le problème... non, ici, il y a des choses comme ça. Plus loin, il y a encore des pierres plus intéressantes qu'ici. C'est un peu pour vous montrer à côté du village, ce que vous pouvez trouver. Donc, les gens, par le soleil, ils savent exactement, s'ils sont ici, ils savent exactement la référence de l'époque de l'année. C'est très intéressant. Je regarde le soleil. Maintenant, c'est l'équinoxe de mars, bon, on est une semaine plus. Ils savent exactement où se trouve le soleil. Et ce qui est marrant, si vous êtes dans un endroit près de cette ligne de Raya, dans le 21 juin, le soleil se couche tout juste dans le point le plus haut du Leroux, cet endroit-là. Donc, vous savez que vous êtes à cette époque-là. Le jour suivant, vous trouvez la petite différence du soleil. C'est comme si c'était possible de le marquer. Un bon astronome, c'est comme les Égyptiens à l'époque d'Ératosthène, qui ont pu calculer la latitude à cause de... Mais ici, les gens savent ça empiriquement. C'est comme ça. Et pourquoi c'est comme ça? Bah, ça a toujours été comme ça. Ils se placent dans l'endroit, ils savent exactement comment ça bouge. C'est très intéressant. Et pour les étoiles, il y a des gens... Il y a une personne là, je ne sais pas s'il est au village maintenant, qui regarde la Lune. Il regarde la réfraction de la lumière de la Lune de l'atmosphère. Alors il dit,
d'ici 2 jours, il va pleuvoir. Et d'habitude, il ne se tombe pas. Alors, il y a un monsieur là qui a dit, voilà la planète. Alors, quel est le temps qui va venir? Il l'appelle la planète parce qu'il ne sait pas tout de suite, comme il connaît. C'est très intéressant parce qu'il appelle la planète, il devine que s'il y a du givre, du brouillard, de la pluie, des choses comme ça. S'il est là, je vais vous le montrer parce que c'est très marrant. Il vous dit comment il... Ah, et une autre chose. Si vous voulez couper du bois pour construire votre maison, il sait l'époque exacte pour couper l'arbre. Et si vous la coupez dans le temps qu'il vous dit, par exemple les petits insectes qui mangent le bois, si vous la coupez à cette époque-là, il n'y aura pas d'insectes. Ça, c'est un savoir. Je me dis comment c'est possible que les gens ont construit ce type de... Et c'est un savoir oral, il n'y a pas de rien, ils n'écrivent pas, ils ne savent pas lire. Là, vous avez le village de Pedrario. On l'appelle Pedrario à cause du mot pedre, pierre. Il y avait une petite forteresse là où il y a le petit... Comment vous voyez le pays évoluer, enfin le pays, la région, dans les 10 années à venir? Parce que les gens qui restent sont des personnes âgées et les plus jeunes sont... Du point de vue démographique, enfin, la population va se concentrer dans les villes ou dans les bourgs. Du point de vue de l'agriculture, il n'y a pas d'avenir, quoi. Je crois que le développement va se concentrer dans la dynamique de villes comme Chaves, Villereal, un peu Sébourg comme Montalegre. Enfin, Montalegre a évolué à partir d'un village, quoi. Ils ont quand même 2000 habitants. Et Chaves, c'est une ville qui a 43 000 habitants. Il y a une masse critique qui peut la faire évoluer très vite. En plus, avec la nouvelle route, l'autoroute qui va passer, ça c'est différent. Parce que la ville génère des dynamiques différentes. Il y a le commerce, il y a l'industrie un peu... Enfin, et après, il y a les services, l'intellectualité, les universités, des choses comme ça. Et les villes génèrent des synergies différentes de cette agriculture traditionnelle. Mais si ça continue comme ça, les villages... Ce qui va arriver, c'est que les villages ont quand même une population à l'étranger, en France par exemple. Et le mois d'août, le village, c'est un autre village. Il y a les gens qui viennent visiter, les parents et tout ça. Et ce qui est marrant, c'est que les enfants, même élevés à Paris, ils aiment cette ambiance. Ils arrivent au mois d'août, bon, on va au village, ici, la France, on va là-bas. Pourquoi? Ils arrivent, il y a la fête tout le temps. Il y a les contacts, Et ce qui est marrant avec l'Internet, maintenant, on a même le planète Méchide. Vous allez sur Internet, cherchez planète Méchide. Alors, il y a 150 jeunes qui envoient des nouvelles de la capitale, ils appellent ça la capitale. La République fédérale de Méchide. C'est marrant. La capitale. Alors, ils ont tous... ce qu'il y a une capitale. Le chef du gouvernement, enfin, ils appellent le chef de l'armée. Il y a un type qui, quand il écrit, il dit, voici le chef de l'armée fédérale de libération de Méchide avec le poste d'amiral de la force aérienne. Des choses comme ça. Alors, toute cette information, ça circule. Et le mois d'août, vous avez un autre village. Et quand ils ont des problèmes ou ils sont à la retraite, ils rentrent. Et ça, pour, je sais pas, pour une cinquantaine d'années, ça va maintenir la dynamique parce qu'ils prennent la retraite, ils rentrent au village. Après, ils laissent les enfants et les petits-enfants
En France, aux États-Unis, bon, ils y vont de temps en temps. Par exemple, l'hiver, il y a plein de gens, plein de monde qui va en France. Au Brésil, par exemple, aussi. Parce que la première immigration au 19e siècle, c'était au Brésil. Après les années 60, c'est la France, l'Allemagne et les États-Unis. La plupart de la migration que l'on connaît aujourd'hui a été constituée après 1962. Avant Salazar avait fermé les frontières. On n'émigre pas. Mais après ces années-là, la France commence à accueillir et à faire les papiers pour être en règle avec la sécurité sociale, des choses comme ça. Bon, ils partaient comme ça, sans passeport, sans rien du tout. Alors ils arrivent comme citoyens dans notre pays. Et les États-Unis, avec l'abolition du système des quotas et la réunification familiale, ont fait la même chose. En plus, ceux qui étaient au Brésil, ils pouvaient aller aux États-Unis. Cette migration s'est constituée à cette époque. Et elle crée aussi une dynamique parce qu'il y a les enfants, les petits-enfants qui viennent passer les vacances au village. Donc, ils maintiennent ce rituel. Par exemple, mon fils qui est à Colombes, si le mois de juillet, août, il n'est pas là, alors il y a la bagarre parce qu'il doit venir. Et ça va tenir un temps. Par exemple, en ce moment, le village a 125 personnes résidentes permanentes. Bon. Le mois dernier, il y a eu une personne qui avait séjourné aux États-Unis et qui est morte. Mais il y a 2 immigrés qui disent, bon, le mois prochain, je vais avoir la retraite, on rentre. Et ça se maintient, c'est toujours les 125, 130, Mais pour la région, ça va être un problème. Je crois que la ville de Chaves va être la synergie de la région. On va voir.